Parler chimie avec Jérôme Bicard de l'entreprise Solvay. Donc Jérôme est un ingénieur mécanicien à l'origine qui a rejoint Rhodia, devenu Solvay en 2010. Donc il occupe un poste d'expert en modélisation, pilote plusieurs projets collaboratifs. Et puis Jérôme a une vue un peu globale de ce qui se passe à Solvay en modélisation, puisqu'il est responsable du réseau d'experts en modélisation et simulation pour le groupe Solvay. Donc, merci, Jérôme. Bon, oui, ça marche. Okay. Bon, merci beaucoup pour cette introduction. Alors bon, oui, donc nous côté chimiste, on voit un gros intérêt sur toutes les techniques liées au quantum computing. Donc, bon, on est beaucoup moins avancé que l'interlocuteur précédent et que EDF en particulier. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Clairement, Solvay, bon, un ou deux slides, je dirais, pour présenter, parce que peut-être que vous ne connaissez pas trop, mais donc Solvay, c'est un groupe de chimie qui est mondial aujourd'hui. C'est un groupe qui est historiquement issu de la recherche du 19e siècle. Hein. Ernest Solvay était un chimiste qui, entre autres, a inventé un procédé efficient pour la production de la soude, hein, donc belge. Et clairement, l'esprit du groupe aujourd'hui reste dans l'innovation comme clé, et la science comme clé du développement de nouveaux matériaux et d'accompagnement du progrès sociétal. Très rapidement, Solvay, on est à peu près 30 000 personnes, je dirais à peu près 10% de notre chiffre d'affaires est lié à de la R&D. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. La modélisation et la simulation, c'est un pan qui est cœur aujourd'hui de nos activités de R&D et également de support client. Alors ce que j'ai découvert ce matin, parce que moi je suis commencé à m'intéresser à tout ce qui est quantum informatique finalement assez récemment. Ce que j'ai découvert ce matin, c'est que le vocabulaire a son importance et que simulation dans la communauté des maths applis et du chimiste, c'est pas forcément la simulation des qubits telle qu'elle a été présentée ce matin. C'est important de le souligner. Donc nous, effectivement, quand on parle de simulation et de modélisation, on est plutôt autour des approches physiques, hein, physiques ou phénoménologique et pas informatique. Clairement, nos secteurs d'activité, alors bon, on est fournisseurs de matériaux, hein, et de formulation, donc une grosse partie est pour des marchés, je dirais, de spécialité, aéronautique, voire aérospatiale, l'automobile évidemment, et je pense que ce qui est intéressant ici, beaucoup de choses autour de tout ce qui est électronique, mobile device, enfin, il y a beaucoup de matériaux pour ces applications-là, donc peut-être, j'en sais rien, mais peut-être que des matériaux Solvay sont dans les ordinateurs quantiques, ou en tout cas seront amenés à l'être. Les drivers ici qui sont les plus importants et sur lesquels les efforts de modélisation et de simulation chez nous sont clés, c'est beaucoup autour de l'allègement des structures, de l'électrification, donc beaucoup de choses autour des batteries, de l'hydrogène. D'ailleurs, un ou deux exemples que je vais prendre dans la suite sont autour de ça, autour de l'électrification et du stockage d'énergie. Et puis bien sûr, on est très concerné par tout ce qui est raréfaction des ressources, santé, etc. Oui, bon, et du temps, je directement aller là. Alors, où est-ce qu'on utilise aujourd'hui de la modélisation et de la simulation? Je dirais à plusieurs niveaux. Déjà dans le business, comme support des activités. Alors évidemment, si je prends l'exemple de l'automobile, c'est évident. Hein, vous savez qu'une voiture, avant d'être commercialisée, elle est simulée par ordinateur. Il y a des crash tests, etc. Donc, nous qui fabriquons des matériaux qui vont se retrouver dans les voitures, on demande aussi de donner des paramètres matériaux, hein, associés à ces matériaux. Donc, c'est des paramètres, des modèles mathématiques qui vont représenter comment se déforment, comment se fatiguent sans dommage, etc. nos matériaux. Donc, on a évidemment des efforts à faire là-dessus pour caractériser nos matériaux, identifier les paramètres. C'est des campagnes d'essai qui peuvent être très longues, des mois, voire plus. Et puis, c'est de l'optimisation paramétrique avec un besoin d'avoir des paramètres optimaux et ce qu'on appelle des cartes matériaux
optimale. Donc ça, c'est tout un pan sur lesquels aujourd'hui on développe pas mal de choses autour de l'optimisation et de la caractérisation. Mais il y a d'autres aspects, un aspect en particulier qui est l'accompagnement de la R&D. Donc on est des chimistes, on veut développer des matériaux ou des composés chimiques. Et évidemment, tout ce qui est recherche in silico, accompagnement des essais expérimentaux par de la simulation, c'est des choses qui sont également en perpétuelle évolution. Alors sur ces thématiques-là, on va avoir des simulations, je dirais, un peu classiques, type résolution de l'équation de Schrödinger, par des approches DFT, on a parlé de Hartree-Fock ce matin, c'est exactement des choses qu'on va être amené à faire. Alors, en ce qui nous concerne sur des systèmes industriels, donc ça veut dire que très vite, sur de la chimie orga, ça va être des composés complexes. Sur des polymères, ça va être des grosses macromolécules, donc on n'est pas à 3-4 atomes, on est rapidement à des milliers d'atomes. Alors pour des aspects thermodynamiques, ça peut être 100 000, enfin 100 ou 1000. Pour des aspects plus cinétiques, imaginons vouloir mesurer la viscosité d'un matériau parce que c'est un des paramètres très importants dans le procédé de mise en œuvre chez nos clients. Très vite, ça va être des chaînes polymères de très grosse masse, donc 100 000 atomes ou autres. C'est des choses, aujourd'hui, on ne sait même pas les simuler, je dirais, par des approches classiques de type résolution de l'équation de Schrödinger, DFT. Donc, on biaise le problème en couplant les échelles, c'est-à-dire que d'un côté, il y a de la mécanique hamiltonienne avec des équations discrètes, fait des petits systèmes, puis de l'autre côté, c'est des équations plus continues, phénoménologiques, qui sont plutôt basées sur de la mécanique eulérienne. On a parlé d'éléments finis, de computational fluid dynamics, ce genre de choses. Donc là, on va simuler carrément des gros systèmes, des gros écoulements, et même en allant encore des échelles supérieures, en allant sur des métamodèles, on va dériver la complexité, simplifier un petit peu la complexité qu'on peut avoir sur ces équations-là, et on va être capable d'avoir des modèles, alors on est complètement dans des modèles mathématiques, polynomiaux la plupart du temps, et donc là, on va simuler le comportement typiquement de réacteurs, d'usines, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à tous les niveaux, chez nous, on va se retrouver avec des aspects de modélisation. Soit on va vouloir identifier des composés ou des designs applicatifs, soit on va vouloir aider le fonctionnement des usines. Dans la suite, je vais focaliser sur les aspects plutôt calcul quantique, calcul atomistique, parce qu'on est quand même au plus proche de l'équation de Schrödinger et des Hamiltoniens, je dirais, qu'on peut rencontrer. Alors, typiquement, vu que les équations qu'on utilise ici sont plutôt basées sur la physique, c'est pas vraiment les Hamiltoniens de Ising qu'on a, c'est différent, donc ça pose aussi par rapport à la lecture qu'on en a une complexité pour faire rentrer ce type de simulation dans des approches quantum computing. Je vais prendre un exemple qui est, ça a été cité à plusieurs reprises, l'exemple des batteries. Donc c'est un problème qui est clé aujourd'hui dans la transition énergétique. Batterie pour l'automobile, par exemple. Une anode, une cathode, on a un électrolyte, et puis le fait d'avoir dans l'électrolyte un transport ionique génère également un transport électronique de l'autre côté, entre deux bornes, et puis ça fait du courant, c'est très bien. Il y a beaucoup de problèmes autour de ça. Il y a une problématique qui est une problématique de casing, plutôt très macroscopique. Comment est-ce que je fais pour packager ma batterie, si elle est dans une voiture, faire en sorte que s'il y a un crash automobile, la batterie explose pas. Enfin on a entendu dans des avions, des batteries lithium-ion liquides on subit ce qui s'appelle du thermal runaway, c'est-à-dire de l'emballement thermique. La réaction diverge complètement et puis la batterie explose. Un petit peu gênant. D'ailleurs, c'est une des limitations de cette technologie-là et une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens travaillent sur la génération d'après, qui sera lithium-ion à électrolyte solide. Alors, il y a une grosse problématique derrière ça, c'est que les équations de la physique, elles ne sont pas complètement, je dirais, bien verrouillées aujourd'hui. Il y a même encore des pans de recherche académiques pour savoir comment décrire proprement le transport ionique dans ces matériaux-là. Et donc, du point de vue du chimiste, il y a plein de choses qui se passent là-dedans. C'est quoi la cathode? Quels sont les matériaux? Comment je dois les processer? Est-ce que je vais aller sur des nanomatériaux? Si oui, quels sont les échanges qui se passent au niveau interfacial entre ces matériaux? Dans l'électrolyte, également, c'est les mêmes problématiques. Potentiellement, c'est un nombre infini de manip. Donc, l'approche, je dirais, heuristique consiste à dire, en fonction de notre expertise, on va très vite
au laboratoire et puis on teste, mais de plus en plus, on utilise la simulation numérique pour essayer de dérisquer, de se donner des idées, de tester in silico le plus rapidement possible, d'identifier tout ce qui ne va pas marcher, donc c'est pas la peine d'aller au laboratoire pour le faire. Et puis il y a une problématique aussi qu'on oublie, qui est une problématique HSE. Beaucoup de ces matériaux et des nanocharges sont toxiques. Donc tout ce qu'on peut manipuler, enfin éviter de manipuler parce qu'on l'a fait par ordinateur, c'est une bonne chose. Alors, quand on veut identifier des matériaux, on a essentiellement deux choses à faire. Une première, c'est de regarder la stabilité thermodynamique des composés. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une chance d'exister, ou alors est-ce que quand je vais faire un mélange, simplement ça n'existera pas parce que thermodynamiquement c'est instable. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire par DFT, par exemple. Et puis on va chercher sur la base de high throughput computation derrière, avec des algorithmes de minimisation ou du recuit simulé ou des choses comme ça, quels vont être les composés les plus stables. Et puis bon, voilà, on identifie un certain nombre de composés, et puis à partir de ça, on va au laboratoire et puis on essaye. Bon. Alors, ces approches-là, elles sont extrêmement bien adaptées à un couplage avec du machine learning, parce qu'une fois qu'on a généré des data, si on a un algorithme un peu, sur lequel on a fait un apprentissage et qui a des bonnes propriétés, on peut trouver assez rapidement les données. Alors, je dirais aujourd'hui, ça c'est un premier exemple d'application sur laquelle on pense que le quantum computing peut aider, mais je dirais que vu la tête des composés qu'on a, j'ai la sensation qu'il faut encore qu'on attende l'étape de scale-up de ce type de calcul, parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait au niveau de ce qu'on peut, de ce qu'on souhaite utiliser. Le deuxième aspect, donc au-delà du coup de l'aspect thermodynamique, c'est un aspect plutôt cinétique. C'est-à-dire, ok, admettons le composé il est stable, combien de temps il va falloir pour le réaliser, et est-ce qu'il va se dégrader ou se décomposer dans le temps? Alors ça, c'est des choses, c'est pareil, si on applique de la DFT classique, ça marche pas du tout, parce que la taille des systèmes, les temps de calcul qu'il faut sont juste irréalistes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on biaise le système. Là, on fait soit du coarse grain, si on augmente artificiellement les échelles en faisant des métamodèles, soit on travaille, alors c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de nos activités, on travaille beaucoup en collaboration avec des académiques ou d'autres partenaires. Là ici, c'est bon, je montre celle-là parce qu'elle est publique, elle est connue. On travaille avec le PFL à Lausanne pour développer un algorithme, enfin utiliser plutôt dans notre cas, un algorithme qu'ils ont développé, qui s'appelle le modèle Pinball, qui grosso modo va décrire comment les molécules, les ions lithium, vont se balader dans des composés minéraux qui seraient l'électrolyte solide. Et là, typiquement, on a une complexité complémentaire qui est que les lois mathématiques et physiques qu'on utilise sont pas standards, et là c'est pas Schrödinger, c'est encore autre chose. Et donc la question c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on arrive à faire rentrer ça dans une approche type Hamiltonien Ising pour résoudre ça en qubits. L'objectif étant de toujours gagner du temps de calcul, etc. Donc typiquement une approche une approche pinball permet de faire gagner quasiment, d'accélérer 500 fois la vitesse de calcul pour obtenir des composés. On voudra encore augmenter ça d'un facteur 10 ou plus. Voilà, donc je conclus. Moi, je ne vous ai pas montré d'exemple déjà probant où le quantum computing nous a permis d'aller plus loin, parce que l'approche qu'on a, c'est plutôt le contraire, c'est de dire, présentons des cas d'usage qui aujourd'hui sont stratégiquement, je dirais, suffisamment porteurs pour nous, pour essayer de développer ou d'améliorer l'utilisation de l'informatique quantique chez nous. Et je dirais dans les discussions qu'on a pu avoir avec des startups ou des laboratoires, très rapidement, les réponses qu'on a eues sont systématiquement testons la molécule d'hydrogène, ou je caricature un peu, mais c'était quasiment ça. Et donc voilà, aujourd'hui, moi je viens plutôt avec une demande plutôt qu'une révélation, qui est comment est-ce qu'on peut structurer, ça a été dit ce matin, je pense que c'est l'objet un peu de ces journées-là, comment est-ce qu'on peut structurer un peu mieux les choses pour que nous, en tant que finalement utilisateur final, c'est-à-dire que nous, on sera même utilisateur de logiciels et peut-être acheteur de HPC quantique, comment est-ce qu'on peut structurer les choses pour essayer d'accélérer ce développement-là et puis d'aller vers du scale-up le plus vite possible et le plus adapté à nos besoins. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jérôme. Donc la question était assez directe. Je ne sais pas si déjà quelqu'un dans la salle a des éléments de réponse à donner à Jérôme ou un premier sentiment sur des problèmes déjà très compliqués. Bon, il faudra peut-être que ça mûrisse un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions sinon dans la salle pour Jérôme? Est-ce qu'il y a des questions à distance? Non. Ah. Ma question elle rejoint votre appel quelque part. Il me semble avoir vu que BMW avait organisé une sorte de contest ou de challenge en disant nous on a un problème, qu'est-ce que vous offrez de solutions vous pouvez nous apporter? Et j'ai l'impression qu'avec la présentation d'EDF précédente ainsi que la vôtre, on est dans une démarche qui est symétrique en quelque sorte, où vous dites nous on a des problématiques, comment est-ce qu'on peut utiliser ce qui se passe? Ça vous semble, Solvay étant un groupe de dimension enfin énorme, et EDF aussi, est-ce que vous avez envisagé un moment d'inverser les rôles et de vous passer en émetteur, presque émetteur d'appel d'offres, entre guillemets? Et si vous ne l'avez pas fait, est-ce que la question s'est posée? Si vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Oui, alors non, la question se pose en fait. C'est pas qu'elle s'est posée ou pas posée, hein, c'est que je pense qu'en termes de maturité, on prend peut-être le train un peu plus tardivement que d'autres. Donc oui, là la question est tout à fait ouverte. Elle peut se poser en ces termes-là. Le fait est que le projet de plan quantique de l'État est aussi un moyen pour essayer de mieux réseauter. Enfin, comme je disais tout à l'heure, hein, nous on a vraiment l'habitude de travailler sur notre R&D amont de manière collaborative en essayant de connecter les différents acteurs de la chaîne de valeur pour aller le plus loin, le plus vite possible sur les bons résultats. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer faire là aussi, quoi. C'est juste qu'il faut trouver, je dirais, la bonne porte d'entrée et comment s'y prendre. Et le projet avec le PFL, il en est où là? Il est au démarrage? Vous avez déjà des résultats? Non, il est plutôt à la fin, il a démarré il y a 3 ans. Donc il y a eu des résultats intéressants? Il y a des résultats publiés, oui, non, c'est intéressant. Il y a eu de la comparaison expérimentale, c'est des choses qui marchent bien. Mais là, on est vraiment dans du développement. Enfin, c'est pour ça que je disais le vocabulaire a son importance. Là, quand on parle de simulation quantique, on n'est pas du tout dans la simulation d'une puce quantique ou d'un résisteur quantique. Là, c'est la simulation de la physique sous-jacente à un mécanisme. On appelle ça quantique, mais c'est. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci, Jérôme.